recevons ce soir Naoui Tepa, juriste à l'association polyvalente d'action judiciaire. Il intervient sur des questions de violence intrafamiliale et d'accompagnement socio-judiciaire. Yaurana. Rana. Alors, on vient de le voir, la Cour de cassation a tranché et rappelle que le droit de correction n'existe pas. Est-ce qu'on doit comprendre qu'en 2026, une gifle est juridiquement un acte de violence aggravé parce qu'elle touche un enfant? Alors, déjà, c'est important de le rappeler, mais ce n'est pas un principe nouveau, dans le sens où cette décision, elle vient juste confirmer une mouvance législative qui date depuis 1945 et qui n'a fait que s'intensifier ces dernières années et qui va encore s'intensifier dans les années à venir. Et effectivement, les violences volontaires, qu'elles soient commises dans la famille ou ailleurs d'ailleurs, sont punies par la loi. Alors, de degrés différents, disons-le comme ça, mais le fait de taper ou de commettre des violences psychologiques ou physiques sur son enfant constitue une circonstance aggravante, d'autant plus lorsque l'enfant est âgé de moins de 15 ans, par exemple. Les circonstances aggravantes, ça concerne aussi l'ITT, ça peut partir sur la vulnérabilité de la victime, plein de choses comme ça, sur l'état de l'auteur au moment de la commission de l'infraction, mais effectivement, c'est plus sévèrement puni si on commet des violences au sein de la famille et encore plus sur son enfant. Quel message cela renvoie-t-il aux parents qui pensent encore que frapper, c'est éduquer? Il est vrai que depuis ces dernières années, il y avait encore, comme le rappelait Marianne, un certain flottement, notamment au niveau jurisprudentiel, sur ce droit de correction et sur ces violences éducatives. Donc, la Cour de cassation, le message ferme là, c'est il n'existe pas de droit de correction. Et j'irai même jusqu'à compléter où il n'y a pas que les parents qui sont concernés par ces violences-là, il y a également d'autres formes d'autorité au sein de la famille, qui sont les oncles, les tatis, les grands-parents par exemple, qui sont aussi concernés puisque exercent une forme d'autorité sur les parents, sur les enfants. Pardon. Alors, certains ont été élevés à la dure, pour reprendre une expression connue de tous. Ce que la justice appelle violence, certains le voient encore tout simplement, vous le disiez, comme de l'autorité. Comment déconstruire cet héritage? C'est compliqué puisque les outils manquent parfois ou peut-être ne sont pas assez adaptés. Alors, on essaye de travailler de concert avec tous les services, notamment du pays ou de l'État. On est une association au quotidien. On mène des stages de parentalité, mais c'est à vocation uniquement judiciaire. Sinon, on fait de la prévention, on passe dans les établissements scolaires parfois, on fait de la prévention grand public aussi. Mais c'est vrai que c'est pas un travail facile dans le sens où les esprits sont déjà très marqués, très ancrés dans certains comportements qui sont encore et toujours redondants aujourd'hui. Alors justement, ces actions de votre association, est-ce qu'elles aident les familles à repérer les signaux d'alerte avant qu'il soit trop tard? À la page, on dispose d'un service d'aide aux victimes qui accompagne juridiquement, psychologiquement ou socialement quelconque victime d'infraction, que ce soit des violences ou pas. Et le suivi qui serait le plus sollicité, qui pourrait vraiment accompagner en dehors du judiciaire, ça serait le suivi psychologique. Donc, on a 3 psychologues qui peuvent discuter, échanger et suivre sur le long terme, qu'il y ait eu ou non un dépôt de plainte. Donc, les missions sont très vastes, mais ça reste avant tout de l'écoute. Là où nous, on souhaiterait sensibiliser les familles, c'est sur ne pas hésiter à briser l'omerta ou à briser le mutisme et à essayer au maximum d'en parler. Et je le rappelle aussi, pour tous les professionnels qui travaillent au milieu de protection de l'enfance ou autour des enfants, ont une obligation de signalement. Si jamais ils ont constaté des indices pouvant amener à caractérisation de violence ou quelque chose comme ça, ou voire même des signes de violence sur un enfant, je prends l'exemple des professeurs des écoles, mais c'est plus large que ça, eh bien, on a tous une obligation de signaler par le biais d'une information préoccupante ou d'un signalement auprès des services sociaux et du parquet. Est-ce que vous constatez justement des familles qui hésitent encore à dénoncer par peur de briser une famille? Les raisons sont diverses et on n'est pas là à jeter la pierre dans le sens où il y a plusieurs autres facteurs qui rentrent à l'intérieur. On en parlait un petit peu des idées à déconstruire, mais il y a aussi des difficultés en termes financiers. Un exemple tout simple, si le papa, par exemple, est le seul à travailler, pour éviter qu'il aille soit en prison, soit qu'il ne paie son travail, mais on préfère taire un peu cette infraction qui a été commise. Je prends aussi l'exemple des
les îles éloignées où les structures sociales, et ça a été très bien démontré dans le rapport de la MSHP, les structures sociales, elles sont tellement petites, tellement fragiles, où l'apparition d'une simple infraction, quelle qu'elle soit, peut venir déséquilibrer complètement ces petites communautés. Donc, les raisons, elles sont diverses. Alors en Polynésie, la page a accompagné 4242 victimes d'infractions pénales en 2024, dont 25% sont mineurs, soit plus de 1000 enfants. C'est un chiffre en augmentation de 11%. Est-ce que ce chiffre montre une explosion des violences ou une libération de la parole justement au sein des familles? Alors, juste avant de venir, on a fait le point très provisoire sur les chiffres de 2025 et on se retrouve avec 5103 personnes qui ont été victimes et reçues à l'association, victimes de manière générale, dont 1241 pour des violences ou des infractions étant commises sur des mineurs. Donc ça ne fait qu'augmenter. Bon, il faut rester prudent quand même avec les chiffres puisque on peut expliquer tout et rien avec. On ne pense pas qu'il y a eu forcément une augmentation des violences, du moins c'est notre avis. Et puis surtout, la parole commence à se libérer, les moyens de dénoncer, les moyens de révélation sont plus proches de la population, avec le grand travail de prévention qui est mené chaque année. Ça commence à sortir un petit peu. Et puis, ce chiffre ne prend surtout pas en compte toutes les autres familles ou toutes les autres victimes qui n'ont pas osé en parler et dont les plaintes ou n'ont pas fait l'objet de procédures judiciaires, par exemple. Donc, potentiellement que ce chiffre est encore plus large, on appelle ça, nous, le chiffre noir, mais il faut être vigilant quand même avec. Alors, une dernière question, Naoui. Pour ceux qui nous regardent et qui auraient besoin d'aide ou de conseils, la page n'est pas seulement basée à Tahiti. Où peut-on vous trouver au Fénois et comment peut-on vous joindre? Alors, on fait plusieurs permanences délocalisées du mieux qu'on peut sur Taravao et également sur Moorea, mais on participe aussi à ce qui s'appelle les audiences foraines dans les îles, lorsque le tribunal se déplace dans les îles, là où on peut y envoyer un de nos professionnels, on y va. Mais de manière générale, pour un accompagnement à la parentalité, ce que l'on fait d'habitude, c'est qu'on réoriente vers le Wharetamahu, par exemple, ou la DSFE, qui ont plein de suivi et plein de ressources à donner aux familles. J'en parle juste pour finir aussi un petit peu. Je discutais très récemment d'une professionnelle qui est en charge des couples primipares au CPMI, et ça peut aider grandement, notamment les jeunes couples qui sont jeunes parents aujourd'hui. Donc, les ressources, elles sont vastes. Il y a encore du travail à faire, mais on essaie de faire au mieux. Merci, Naoui Tepa, d'avoir été avec nous ce soir.